On va commencer, et à l'heure. Merci beaucoup à vous d'être présents à cet atelier. On en est très très heureux. On parle beaucoup d'IA générative. C'est quoi en concret? Et c'est quoi en concret pour nos métiers au quotidien? C'est ce qu'on va partager avec vous et on va laisser tout un temps de débat à la fin parce qu'il y a quand même beaucoup de questions. On va faire un focus en particulier sur finance-risque. C'est notre cœur de métier. Et je suis très heureux de faire cet atelier avec Hélène. Je te laisse te présenter. Hélène Serour, Chief Data Officer du groupe ProBTP. Je vais laisser Frédéric détailler un peu ce qu'est ProBTP. Donc moi je m'appelle Frédéric Henrich, je suis directeur des risques de ProBTP. Alors ProBTP est un groupe de protection sociale affinitaire, ça veut dire spécialisé dans la couverture prévoyance et santé des salariés du BTP. Mais de façon opérationnelle, c'est plus un conglomérat financier puisqu'on fait de la gestion d'actifs, on a de l'épargne salariale, on gère de la retraite complémentaire. Enfin, c'est un joyeux bordel d'activités ce qui en fait un métier très intéressant. Alors donc moi Mathieu, dans les équipes de Baptiste, côté consultant actuariat donc, chez Deloitte. Donc on a eu l'occasion de travailler sur l'application concrète de ChatGPT, en l'occurrence, et donc globalement de l'IA générative avec Frédéric et Hélène. Et Baptiste Bréchot, je suis associé au sein du cabinet Deloitte et ce qui nous a fait faire cet atelier, c'est qu'on est beaucoup sollicité sur ce sujet et pour lui donner surtout une réalité très impactante pour votre quotidien et donc j'espère qu'on va partager avec vous quelque chose qui est un peu marquant, en tout cas c'est le but. Alors préambule, très important. Évidemment, vous voyez qu'on a un temps très limité, donc on ne va pas revenir sur l'ensemble de la réglementation en cours, sur l'ensemble des limites. On est bien conscient qu'on est au début de ce que nous, on pense être une vraie révolution. On ne peut pas tout aborder, on ne va pas aborder tous les biais en particulier, tous les impacts environnementaux, même si je vous en dirai un mot par exemple sur l'IA et le prédictif pour S2 et l'IFRS. Donc voilà, on est conscient de toutes ces limites, on vous invite aussi à les appréhender de façon avec un regard critique, avec beaucoup de recul, mais surtout beaucoup d'envie et beaucoup d'optimisme, parce que nous, on pense que pour nous, c'est un vrai atout, c'est une vraie valeur ajoutée pour notre métier et pour nos travaux au quotidien. Alors l'agenda, bon, évidemment, comme l'a dit Baptiste, l'IA suscite de l'engouement, que ce soit la presse, que ce soit alors le feuilleton OpenIA, Sam Altman, Microsoft ces derniers jours, ou le nombre d'ateliers même dans cette salle aujourd'hui. L'idée pour nous, c'est de faire un focus, pourquoi les actuaires doivent s'y intéresser et s'acculturer. Au-delà des espoirs que ça suscite, des fantasmes ou des craintes, il faut déjà être au bon niveau d'information. Ensuite, nous avons souhaité illustrer avec des cas pratiques, donc sur des résultats IFRS, des reportings accélérés, des benchmarks ou une cartographie des risques. L'idée à chaque fois, c'est qu'au-delà du résultat, de vous partager la démarche avec les résultats et surtout une démarche itérative. Ensuite, un exemple pour les collaborateurs de la direction des risques de ProBTP, comment les embarquer, par quel biais et surtout comment embarquer une population où certains ont des réticences, certains ont beaucoup d'espoir et certains ont aussi pas de notions et peur de ne pas avoir les notions techniques. Et on fera une conclusion plutôt rapide. L'objectif est de laisser le temps aux échanges et aux questions. Alors, pourquoi les actuaires doivent s'y intéresser? Parce qu'on pense à un schéma d'évolution qui est un peu ce qu'on a vécu avec l'ordinateur. Et si vous n'en êtes pas convaincu, sincèrement, essayez-le au quotidien. Ça va vraiment, vous allez voir, changer votre quotidien. On n'est pas dans un effet de mode, même si évidemment on va vivre des courbes avec, on va ralentir, on va être un peu déçu par plein de choses, ça va prendre beaucoup plus de temps que ce qu'on imagine, etc. L'enjeu data est clé. Donc, c'est le début, mais c'est le début d'une vraie révolution et de notre futur. Alors c'est un début aussi qui a des impacts potentiels évidemment sur l'emploi. Alors en effet, concernant l'emploi, on entend souvent dire que l'IA va prendre en fait des emplois, mais la question c'est oui, mais quels sont les emplois qui vont être créés par l'IA,
Alors, je pourrais simplement m'appuyer sur le principe de Schumpeter, le principe de destruction créatrice. Je pense qu'on est exactement dans ce mouvement-là. Après, je vous invite à vous rapporter à ce rapport du World Economic Forum qui est disponible en ligne depuis septembre et qui présente un peu les évolutions que vont connaître les différents métiers en fait, de la société. Il y a un joli focus sur l'aspect mathématique, ce qui, je pense, intéressera un grand nombre en fait, de nos participants. Voilà ce que je peux dire en fait, de façon très synthétique, en tout cas, sur ces évolutions des métiers, sachant aussi qu'il y a certains métiers qui ne changeront ou qui ne seront que très faiblement impactés. À partir du moment où vous avez un effort physique, je veux dire, l'intelligence artificielle aura du mal à remplacer cet effort physique. Et donc rapidement, pour faire une petite chronologie de pourquoi d'un coup l'IA générative a fait des progrès si significatifs, en tout cas pourquoi on en est là aujourd'hui. Et donc on peut décomposer, on va dire, l'histoire de l'informatique, en tout cas une histoire d'informatique en 3-4 grands blocs. Donc 1970, qu'on appelait expert système, donc tout ce que l'on connaît, les ifs and else, où on ne va pas utiliser spécialement de données, où on va avoir des systèmes qui vont être codés uniquement par les hommes, où on n'utilise pas énormément de données. Ensuite, à partir de 2000-2010, on va voir l'arrivée de l'IA traditionnelle, donc soit machine learning ou deep learning. C'est l'idée d'exploiter les données, donc d'avoir tout un tas de variables explicatives et des variables à expliquer. Donc lorsqu'on a ces deux jeux de données, après on va essayer de mettre un modèle plus ou moins compliqué, plus ou moins paramétré par l'homme, ce qu'on va appeler, on va dire, plus la partie machine learning, et ensuite plus la partie apprentissage automatique, donc avec l'arrivée du deep learning. Tout ce sujet-là, d'IA traditionnel, donc ça reposait sur le fait d'avoir des données étiquetées, donc d'avoir nos variable explicative et une autre variable à expliquer avec une base de données d'entraînement majoritairement. Et donc ça posait des limites parce que justement la quantité de données étiquetées n'était pas infinie. L'arrivée des foundation models, la grosse différence, c'est qu'on ne va plus avoir besoin de données étiquetées, donc on passe de l'IA qu'on pourrait dire discriminante à de l'IA générative, où cette fois-ci le principe va fonctionner à partir plus de probabilité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le modèle va simplement faire un calcul de probabilité. Je fais un prompt dans ChatGPT ou dans n'importe quel autre modèle, et puis il va regarder quel est le mot le plus probable qui va arriver. Donc à partir de là, on n'a plus besoin de données étiquetées, on peut l'entraîner sur des bases de données très conséquentes, et donc c'est ce que l'on fait OpenAI ou Anthropic, pour justement avoir un modèle qui soit beaucoup plus pluridisciplinaire, qui puisse parler notre langage, et donc toute l'évolution qu'on a eue ces derniers temps. Alors évidemment, l'impact réglementaire n'est pas neutre. Dès 2020, déjà, il y avait des prémices de ce que ça allait apporter. Donc la CPR avait fait un livre blanc sur une gouvernance des algorithmes. L'INRIA a lancé un projet Regalia de test de la légitimité des algorithmes. Pour autant, on a besoin, nous, que la régulation soit coordonnée, centralisée et illustrée. Donc on a... En fait, j'ai demandé à ChatGPT à quelles exigences réglementaires était soumis l'IA. Les 3 premiers mots qui sont sortis, c'est protection des données, non-discrimination et sécurité, tout cela encadré par l'éthique. Donc oui, la contrainte réglementaire est intégrée, ça ne doit pas bloquer l'innovation, mais il faut en avoir conscience. Donc l'IA qui rentre en vigueur en 2026, par exemple, classifie les cas d'usage en 4 catégories avec les niveaux de risque. Le niveau faible, tout va bien. Le niveau 2, il y a une nécessité de transparence. Le niveau 4, c'est littéralement interdit, mais attention, dans les cas d'usage interdit, il y a des choses évidentes, les robots tueurs, des choses comme ça, mais il y a quand même aussi exploitation d'une vulnérabilité comme le handicap ou l'âge ou reconnaissance faciale de masse. Donc il faut aussi quand même avoir contrainte de notre conscience de notre champ. Et le niveau 3, qui va être le niveau le plus intéressant, qui nécessite une documentation, une formalisation, une preuve de la légitimité des algorithmes. Et sur ces cas-là, il faut intégrer en amont la contrainte réglementaire et raisonner ROI, parce que peut-être que dans un premier temps, il faut mettre ses forces sur des sujets où la contrainte de formalisation et de rendu compte sera moins forte. Donc il ne faut pas que ça bloque, mais il faut avoir en amont, en tête, dans quel carré on peut travailler. Alors voilà un tour d'horizon, vous l'avez vu, très rapide pour remettre les bases à plat, si je puis dire. Maintenant, on va se poser et on va rentrer dans des cas pratiques. Alors,
4 cas pratiques vont être présentés. Juste un petit mot sur ces cas. On a volontairement choisi, parmi toutes les possibilités, des cas très concrets et très simples. Volontairement, pourquoi? Parce que des cas où on a vraiment ce besoin au quotidien, l'IA, on va voir sur la prévision, est un peu plus sophistiqué, mais en tout cas, ce n'est pas des choses qui demandent 2 ans de structuration d'une base de données pour être utilisée demain avec vos propres data. Et l'autre aspect, le deuxième aspect, c'est qu'on peut faire énormément de choses avec la donnée publique. C'est aussi arrêter de se dire « Ah mais moi, je n'ai pas accès et de toute façon, évidemment, je ne peux pas mettre mes données de mon entreprise. » Heureusement, mais on peut faire déjà beaucoup de choses avec sa propre donnée qui est publique. Et en particulier, après, la comparer avec d'autres données publiques, d'autres acteurs. Le premier cas, alors là on est sur l'IA, hein, pas l'IA générative, on est sur l'IA, beaucoup plus classique, mais pourquoi on l'a voulu? Parce que le sujet IA revient avant IA générative, c'est-à-dire qu'on se dit finalement il y a des choses qu'on sait faire depuis pas mal de temps, on les a peut-être pas très bien exploitées ou pas assez encore exploitées. Un des sujets c'est IFRS 17, beaucoup de travail pour construire les machines, la donnée, et arriver à un résultat in fine qu'on comprend encore pas toujours bien, mais en tout cas on a un résultat. Et ce résultat se pose la question de sa prévisibilité. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir le résultat une fois qu'on a fait le calcul, mais est-ce que ça serait pas mieux, évidemment, comme on faisait des forecasts pour tout, et en particulier nos comptes avant IFRS 4, French Gap, faire du forecast. Donc concrètement, là, la question c'est chaque trimestre, est-ce que j'ai capacité à arrêter sur mon trimestre ou faire ma prévision annuelle en septembre et autres. Alors c'est quelque chose qu'on a développé, qui existait parfois pour Solvabilité 2, et donc on en a dérivé sa forme pour IFRS 17, qui vise, je vous le simplifie, n'étant pas du tout un gros technicien de l'IA, et ça je laisse ça aux équipes, mais qui ont quand même travaillé pas mal de temps, hein, ça fait plusieurs années qu'on bosse sur ce type de sujet. L'idée est la suivante, c'est vous avez besoin de prédire quelque chose d'assez complexe et qui repose avant tout sur votre passif best estimate. Parce que quand vous dérivez un résultat IFRS, il va beaucoup dépendre de votre marge attendue, ce qu'on appelle la CSM, et qui varie avec le passif beaucoup, et en particulier en vie. Et là, l'exemple est un exemple épargne. On a voulu aussi beaucoup faire l'épargne parce que c'est beaucoup moins sophistiqué, avec les précautions à prendre sur la non-vie, et en particulier il y a toute la logique évidemment des effets des marchés, les variations actions, la volatilité, les taux, etc. Ce qu'on fait, c'est la chose suivante, c'est on va déjà sélectionner les bonnes variables. Alors il y a tout un travail de sélection des variables. Ensuite, construire le nombre de simulations suffisantes autour de ces variables pour avoir assez de points et avoir une prédiction qui soit la plus fine possible. En l'occurrence ici, sur cet exemple-là, on le fait avec notre outil de modélisation, mais il y a 1 million de simulations pour vous donner une idée. Et derrière, avoir un chiffre, le baquer évidemment avec, si j'avais fait tourner mon modèle, qu'est-ce qui serait passé, et comparer ma prévision versus avec l'IA versus le réel. Et l'explicabilité, évidemment, quand j'ai mon chiffre IA, il y a des solutions pour évidemment expliquer, enfin je dis évidemment, c'est pas si évident que ça en l'occurrence, expliquer mon résultat. Mais ça marche pas trop mal pour le coup. Alors quel est le résultat de ça? Ici vous avez un exemple, on était au 31-12-22. Sur la gauche, vous avez en fait des sensis croisés, c'est-à-dire on a simulé qu'est-ce qui serait passé si, en l'occurrence, si je prends la ligne avec les pointillés, moins de 25 bips sur les taux, equity plus 20%, 10% sur l'IMO, donc déjà un petit peu sophistiqué. Vous avez ensuite le BEL du modèle, c'est-à-dire je l'ai vraiment recalculé pour voir quel est le chiffre que j'aurais dû calculer si je l'avais calculé dans cet environnement-là. Et puis l'autre colonne, vous voyez, ça fait 168,87. Et le BEL prédit, ce que j'ai fait avec l'IA, pour le coup, sans calcul, j'ai pas fait tourner mon modèle. Là, j'avais ma base, et avec ces points-là, je me suis placé là, et je suis à 168,85. Donc un écart quand même minime. Vous voyez aussi qu'avec tous les écarts, déjà une sensi croisée, c'est déjà, il n'y a pas qu'un effet, hein, vous voyez, on commence à déjà être un petit peu sophistiqué. Et vous voyez que j'ai pas pris exprès cette ligne, il y a d'autres lignes où ça marche bien, et puis d'autres un petit peu moins bien. On continue d'affiner évidemment la prévision, le choix.
sens. N'a pas de remise en contexte, hein, et en fait c'est toute la valeur de l'intervention humaine dans l'utilisation de l'outil. Je veux dire, moi, certains de mes collaborateurs, déjà, ça a été compliqué simplement de créer un compte pour aller sur ChatGPT. Ça a été, je crois, la chose la plus complexe pour on va dire, aboutir à un compte. Et puis, on aurait pu passer sur Bing parce qu'on a, on a aussi des accès. Mais bon, après, c'est plus un choix interne, que tout le monde travaille un peu sur les mêmes outils. Mais il n'y a besoin de aucune compétence technique sur le sujet. Après, c'est bien, et on l'a fait là, vous voyez, à travers les questions, d'avoir un peu de recul et de comprendre pourquoi il y a des biais. Ça a été mentionné, c'est très important, effectivement. Après, c'était le sens, en tout cas, de cet atelier. Ça ne doit pas être un frein à faire. Et ça évolue, vous l'avez vu, tous les jours. Il est 11h16. Nous, on était très, très heureux de faire cet atelier avec vous. Merci. Merci beaucoup.